Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré donc en public et en partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris et en particulier avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lion. Alors merci d'avoir bravé le froid, la neige, un soir de match de football. Merci aux donateurs, aux futurs donateurs, aux abonnés de Ciel et Espace qui soutiennent donc ce programme qui vous donne rendez-vous tous les seconds mercredis du mois et qui fera l'objet d'une série vidéo sur nos chaînes YouTube. Alors, quels sont les principes de ce grand entretien? Bon, c'est de s'abstraire pour un petit peu de temps, de la vitesse de l'information, de se donner du temps au bout du compte, pour échanger avec une ou un invité dont l'activité, la pensée, peuvent nourrir nos réflexions sur l'activité scientifique en cours. Et quoi de plus naturel, de plus urgent, de plus nécessaire et indispensable aujourd'hui pour démarrer que le domaine d'expertise de notre invité, qui est Hervé Cotin. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Hervé, vous êtes président de la Société française d'exobiologie, vous êtes chercheur, astrochimiste, spécialiste de la chimie organique en milieu cométaire. Vous travaillez donc à l'ISA et à l'UPEC, les organismes de recherche, les laboratoires. Et vous êtes, alors est-ce que vous êtes astrobiologiste? Quand j'ai regardé ce qu'était l'astrobiologie, regardez un peu la définition, on pourrait la caricaturer en disant que l'exobiologie, c'est la science de la vie extraterrestre. Et comme on n'a pas de découverte de vie extraterrestre, cette science n'existe pas. Donc c'est un super travail parce que comme ça je suis tranquille tant qu'on n'a pas trouvé de vie extraterrestre. Alors ça c'est bon, ça c'est une boutade. En fait, donc vous m'avez bien défini en tant qu'astrochimiste. C'est ça mon cœur de métier, c'est-à-dire que je viens de la chimie. J'ai une formation de chimiste et je m'intéresse à la chimie dans les environnements extraterrestres. Et en même temps, je m'intéresse à l'exobiologie. Et l'exobiologie, c'est vrai que quand on le prend au pied de son étymologie, il y a biologie, la science de la vie, et exo, on pense à extérieur, donc la vie à l'extérieur de la Terre. Et c'est vrai que l'exobiologie, c'est en partie la recherche de la vie à l'extérieur de la Terre. Mais si on veut le faire en utilisant la méthode scientifique, on ne peut pas s'empêcher, on est obligé de se poser la question de l'origine de la vie sur la Terre. C'est-à-dire que pour orienter notre recherche de la vie ailleurs, on doit s'interroger sur la vie sur la Terre, dans quelles conditions, quand, comment elle est apparue. Donc en fait, quand on dit qu'on fait de l'exobiologie, c'est une boutade de se dire on étudie quelque chose qui n'existe pas, parce que si la vie sur Terre existe, et l'exobiologie s'attaque à cette question, et se nourrit de toute cette recherche qui est très concrète. Voilà, à quoi ressemblait la Terre avant l'apparition de la vie, comment est-ce que la chimie a effectué une transition vers la biologie. Et moi, justement, je m'inscris dans cette démarche en étudiant la composition des comètes, parce qu'on se dit, sur la Terre primitive, des comètes sont tombées et elles ont apporté, non pas de la vie, mais des molécules, des ingrédients. Des briques. Oui, on parle de briques du vivant, des ingrédients qui, dans l'environnement de la Terre primitive, ont pu contribuer à l'apparition de la vie sur la Terre. Et une fois qu'on a établi un scénario qui semble crédible, qui s'appuie sur des observations, des expériences en laboratoire, des modèles, des concepts, et on se dit comment est-ce qu'on va chercher ailleurs, comment est-ce qu'on va capitaliser sur notre connaissance de l'origine de la vie sur la Terre pour augmenter nos chances de la trouver ailleurs. Donc les exobiologistes sont des astronomes, des biologistes, des géologues, c'est plein de disciplines différentes en fait. C'est ça, c'est plein de disciplines. C'est plein de disciplines différentes. Moi, j'aime pas trop dire que je suis exobiologiste, parce que si je rencontre quelqu'un qui dit « Ah ben, je suis exobiologiste »,
en fait, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Alors, je sais qu'il s'intéresse à la vie extraterrestre, mais est-ce qu'il va s'attaquer à cette question d'un point de vue de géologue, d'un point de vue de chimiste, d'un point de vue d'astrophysicien, d'un point de vue de biologiste? Donc, c'est une discipline et pas une science, en fait. C'est une... c'est pas une spécialité. Ouais, c'est-à-dire que c'est une rencontre de chercheurs qui doivent aussi apprendre les questionnements et les méthodologies des autres disciplines pour avancer sur la question de l'origine de la vie sur la Terre et la recherche de la vie ailleurs. Donc je suis chimiste, astrochimiste, et je fais de l'exobiologie. Alors moi je voulais absolument qu'on démarre avec vous parce que je suis intimement convaincu et on en a la preuve pratiquement toutes les semaines que la question de la vie et de la recherche de la vie dans l'univers qui n'était pas bien vue il y a encore pas si longtemps que ça du côté des scientifiques, quand on s'intéressait au sujet, on était un peu en marge, si je puis dire. Aujourd'hui, elle est en train de devenir presque centrale. On cherche de la vie dans le système solaire, on cherche de la vie autour des planètes, tournant autour d'autres étoiles, on va en parler. Mais ce que vous avez, vous, perçu par votre expérience, c'est que une part des gens, et de vos étudiants en particulier, pensent qu'on a déjà découvert la vie ailleurs. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Donc j'ai la chance, parce que j'adore faire ce cours, je fais un cours en première année. J'ai en tout 400, 500 étudiants, alors pas en même temps, je fais 2 fois le même cours en amphi. Et depuis quelques années, on utilise des outils numériques et je peux leur poser des questions et ils répondent avec leur smartphone. Oui, non. Ouais, ça peut être plus sophistiqué. Et donc je suis l'un des rares profs à leur dire sortez votre téléphone en cours. Et au début, un peu pour plaisanter, je leur ai posé en début, la première séance, je leur ai posé la question il y a de la vie sur Mars et possibilité, là c'est très binaire, oui, non, on ne sait pas. En leur disant, je ne veux pas savoir ce que vous aimeriez, je ne veux pas savoir votre intime conviction, je veux savoir ce que vous pensez être l'état de la science. Est-ce que la science a déjà répondu à cette question? Oui, non, on ne sait pas. Et j'étais assez stupéfait de voir que j'avais 20-25% des étudiants qui me répondaient oui. Alors je me dis, bon, c'est peut-être un amphi comme ça. Alors, année après année, j'ai toujours ça. Et puis une année, je me suis dit, tiens, après cette question, je pose la question sans répondre. Je leur dis, maintenant, je modifie un petit peu ma question. Et la question, maintenant, c'est, il y a eu de la vie sur Mars. Étudiant en sciences. Hein. Étudiant en sciences. Oui, non, on ne sait pas. Et là, j'arrive à parfois près de 50% de mes étudiants qui pensent que oui, scientifiquement, on a déjà montré qu'il y a eu de la vie sur Mars. Je me suis dit, alors bon, c'est mes étudiants à Créteil. Non, en conférence grand public, dans des congrès de science-fiction, maintenant je m'amuse, puis c'est sympa aussi, ça permet d'impliquer le public. Je pose cette question. En école d'ingénieurs réputée, biochimie, des gens qui sont à Bac plus 3, Bac plus 4 en biochimie, je leur pose la question, j'ai toujours à peu près les mêmes proportions. Et c'est assez stupéfiant de se dire que l'une des questions pour laquelle on se démène, on demande des moyens, il y a toute une communauté de chercheurs qui considèrent que c'est l'une des grandes questions encore non résolues par la science. D'une certaine manière, la moitié des gens, en gros, pensent que c'est réglé. Et qu'est-ce que vous en concluez? Je pense qu'on a... on a encore du travail, d'explication, on a encore je pense qu'il y a peut-être probablement un problème dans comment est-ce qu'on parle de la science au grand public. Je ne parle pas en cours, en amphi, mais dans le flux d'informations qu'on a quand on allume la radio, quand on est quand on regarde les actus qui sont poussés en avant sur les moteurs de recherche, dans nos flux d'actualité, on voit apparaître des traces de vie. Alors, il y a peut-être un point d'interrogation ou une annonce fabuleuse concernant la vie extraterrestre.
c'est les grands titres, c'est ce qui arrive, c'est ce qui nous vient passivement. Bien sûr, les gens qui s'intéressent, les gens qui lisent Ciel et Espace, voilà, ils savent que c'est l'un des grands enjeux, mais quand on allume la radio le matin et qu'on écoute les actualités, ou quand on reçoit les informations, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne réussit pas à faire, et pas seulement en exobiologie. Et moi qui suis très sensible à ça, je reçois ça, voilà, je me mets en alarme, en alerte quand j'entends ce genre de choses. Mais je pense que ça doit être vrai partout. Et on a vu à l'occasion du Covid que de toute façon, la méthode scientifique est mal comprise par beaucoup de monde. Et un exemple assez intéressant, c'est qu'il y a... Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, je parlais des plus anciennes traces de vie sur la Terre en cours. Et je dis, en fait, on ne sait pas trop. On est à peu près sûr, il y a 3,5 milliards d'années, on est à peu près sûr qu'il y avait de la vie sur la Terre. Et puis je montre un exemple, voilà, 3,8 milliards d'années, un article qui dit, on a découvert des preuves de vie il y a 3,8 milliards d'années. Et regardez, 6 mois après, il y a un autre article qui dit, non, c'est pas vrai, c'est autre chose. Il y a un autre processus qui peut créer ce qui a été interprété comme des traces de vie. Ça peut être un artefact, quoi. Et il y a un de mes étudiants qui me dit, mais monsieur, mais vous avez le droit de nous dire ça? Vous avez le droit de... Mais qui êtes-vous? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il était surpris qu'en science, un prof parle de choses dont on ne soit pas sûr. Et c'était vachement intéressant. Ouais. C'est vachement intéressant. Le doute n'était pas compris. Alors que la recherche, justement, c'est la remise en question, la controverse, le débat. Et que comme on est tous passés au lycée, ou même dans ces premières années, où en fait la science, c'est une question, une solution, souvent un moyen de passer, et un seul, de passer de la question à la solution. Et c'est vrai qu'il y a une part de la science qui est la connaissance établie, mais la partie recherche, qui est soumise à controverse et débat, mais dans un corpus de règles, est mal comprise. Et je pense qu'il y a un effort à faire avec ça. Ah c'est moins qu'on puisse. Vous m'ouvrez la porte grand parce que la première question qu'on a envie de poser dans ce domaine-là, c'est de quoi on parle? La vie. La vie, c'est typiquement... je me souviens avoir rencontré un biologiste français qui s'appelle Michel Morange, que vous avez connu, qui me disait « Oh, mais la définition de la vie, mon pauvre monsieur, il y a autant de définitions qu'il y a de biologistes. » Alors ça m'a beaucoup impressionné. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que la vie, finalement ?» Et en fouillant un peu, le fondateur, c'est... non pas sur la question, mais le fondateur moderne, en quelque sorte, du questionnement, c'est Edwin Schrödinger. Qu'est-ce que la vie de la physique à la biologie? On voit bien que la question de définir ce qu'est la vie est au centre de ce que vous devez, entre guillemets, résoudre pour aller plus loin, puisque vous vous intéressez d'abord à la vie sur Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée claire de ce qu'est la vie? Est-ce que la définition est consensuelle ou est-ce que c'est encore l'objet de recherche? Sa définition, simplement. Alors, la définition... c'est pas consensuel. Michel Morange dit qu'il y en a autant qu'il y a de biologistes, et je pourrais même dire les chimistes ne vont pas forcément avoir la même définition que les physiciens, que les biologistes, que les astronomes, et même au sein des biologistes, vous aurez les biologistes moléculaires qui auront une définition différente que ceux qui font de la biologie de la cellule. Donc il n'y a pas de définition, et d'une certaine manière, je me dis tant mieux, et je ne suis pas sûr que ce soit la question la plus urgente à laquelle il faut répondre. Parce que très probablement, ce n'est pas binaire. Quand on pose la question « qu'est-ce que la vie ?», on a envie d'avoir quelque chose qui dit « voilà, ça c'est blanc, ça c'est vivant, et ça c'est noir, ça c'est pas vivant ». Quand on va avoir une pierre ou un crocodile, on va dire « voilà, ça c'est pas vivant, et ça c'est vivant, et ça sera simple ». Alors que quand on se pose la question de la vie ailleurs, ou même pas seulement de la vie ailleurs, quand on se dit, voilà,
remontons dans le temps, allons sur la Terre primitive au moment où la vie est apparue. Est-ce que ça a un sens de se dire que dans le processus d'évolution entre le non-vivant et le vivant, à un moment on va mettre un drapeau et dire voilà, là toi avant assemblage moléculaire, t'es pas vivant, et puis là, voilà, poum poum poum, tu as toutes les cases qui sont cochées, ça c'est vivant. Et une transition qui s'est produite à un moment, forcément à un moment, c'est à mon avis, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et c'est sans doute plus un processus entre l'inerte, on va appeler ça l'inerte, et le vivant, qui va être une mise en jeu de réactions chimiques. Et moi, comme je suis chimiste, je vais proposer des définitions de chimiste plutôt, et je sais que j'ai ce biais-là. Et de toute façon, je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé et qu'on ne se sera pas accordé sur le fait qu'on a trouvé une autre forme de vie et que c'est vivant, la question de se mettre d'accord vraiment sur un ensemble plus vaste que le vivant terrestre, a priori, est probablement vaine. C'est-à-dire que si un jour on trouve un truc bizarre sur une autre planète et qu'on se dit, ben oui, quand même, ça c'est vivant. Alors si on voit, comme dans les films de science-fiction, des extraterrestres agressifs ou pacifiques qui se baladent en soucoupe volante, on va se dire, oui, bon, c'est vivant, c'est évident. Et on ne va pas trop se poser de questions sans se dire, est-ce que c'est du carbone, est-ce que c'est de l'eau, etc. Mais si on est confronté à quelque chose qui est aux limites de l'évidence, ben à ce moment-là, on va travailler sur du concret et on proposera une définition à partir d'au moins 2 exemples. Se mettre d'accord sur une définition sur un exemple, je ne dis pas qu'il faut pas... c'est super intéressant, enfin, c'est des discussions super intéressantes, mais je ne pense pas que ce soit... qu'on se mettra d'accord. Voilà. On tente toujours en laboratoire de entre guillemets refabriquer de la vie, c'est-à-dire on tente toujours, alors on a toujours parlé de la fameuse expérience de Miller, oui. Vous savez, qui tentait dans les années 60 ou 50, je sais plus, de prendre des gaz correspondant à la composition de la Terre primitive, de mettre de l'énergie, etc., puis de voir surgir des composés qui pourraient être les briques de la vie. Est-ce qu'on tente toujours ce type d'expérience ou comment on progresse dans la recherche sur la façon dont on est passé de l'inorganique à l'organique? Alors oui, il y a toujours ce type d'expérience et Miller a été en quelque sorte assez révolutionnaire quand il a justement conçu cette expérience où il a essayé d'imaginer à quoi, d'un point de vue chimique, pouvait ressembler la Terre. Donc une composition atmosphérique, un océan d'eau liquide et un apport d'énergie, une décharge simulant des éclairs. Et là, miracle, des acides aminés. Et c'était en 1953. En 1953, on pensait que la vie, c'était surtout les protéines. Et les protéines sont formées à base d'acides aminés. Et on pensait à l'époque que l'atmosphère de la Terre était composée majoritairement de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau et d'hydrogène. Et dans ces conditions, on fait très facilement plein de molécules dont des acides aminés. Et on s'est dit, bah voilà, les acides aminés, on les a, et donc ça ne doit pas être bien compliqué d'associer les acides aminés pour faire des protéines. Manque de chance. D'une part, l'atmosphère de la Terre primitive, maintenant on pense qu'elle était plutôt dominée par du CO2 et du diazote, N2. Et quand on refait l'expérience de Miller dans ces conditions, je ne vais pas dire qu'il ne se passe rien, mais il se passe très peu de choses. C'est beaucoup moins efficace en termes de synthèse. Donc ça, c'est déjà une limite. Et d'autre part, une fois qu'on a des acides aminés, eh ben on est bien embêté, parce que les acides aminés, spontanément, surtout dans l'eau, ils ne vont pas se mettre gentiment les uns derrière les autres pour former des protéines. Et comme en plus, la même année, en 1953, il y a, avec les travaux de Rosalind Franklin, Watson et Crick, on se rend compte qu'il y a aussi l'ADN, puis l'ARN, et qu'il y a toute cette machinerie biochimique qui est infiniment plus sophistiquée que des acides aminés qui donnent des protéines. On est
Voilà, on s'est rendu compte de la complexité de la tâche. Il fallait les deux en plus pour que la vie apparaisse, des protéines et des acides aminés. En tout cas, maintenant, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Et alors, est-ce qu'au démarrage, il y a les deux qui sont apparus en même temps, ou est-ce qu'il y a, parfois on entend parler du monde ARN, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'ARN peut avoir des propriétés similaires que celles des protéines. Et donc, il y a une école de pensée qui propose le fait que l'ARN est apparu d'abord, il jouait le rôle mixte de l'ADN et des protéines, et puis après, l'évolution a fait que ça s'est un peu spécialisé. C'est une hypothèse qui est séduisante, mais même faire de l'ARN, c'est assez on bute en fait. Maintenant, la question, c'est pas juste de se dire comment est-ce qu'on fait des acides aminés. On en a dans les comètes, dans les météorites. C'est plus là que la question se pose. Mais c'est comment est-ce qu'on passe justement des briques à ces molécules, même plus que ces biomolécules, protéines, ADN, ARN. C'est comment est-ce qu'elles vont se mettre à fonctionner ensemble. Parce que si vous prenez un organisme, une cellule morte, dedans il y a des protéines, il y a de l'ARN, il y a de l'ARN et c'est mort. Donc il ne suffit pas juste des molécules et de les mettre ensemble. Il faut un espèce de système chimique, une espèce de symphonie chimique qui va être... et la piste des fumerolles sous l'eau qu'on a découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça, des endroits qui avaient un grand mélange de l'eau, de l'énergie, de la chaleur, c'est quelque chose qui tient toujours la route comme étant un endroit où la vie a pu prospérer, s'organiser. C'est une seconde piste. En fait, il y a trois... Pour les sources des molécules prébiotiques, des briques, il y a l'atmosphère. Alors, ça dépend de la composition, et ça dépend de plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas bien. Donc, ce n'est pas forcément la source principale. Les sources hydrothermales, au fond des océans, on sait qu'effectivement, il peut y avoir des synthèses vachement intéressantes. Mais on est à la limite de soit trop chaud et très froid. Donc il faut que ça se fasse dans un cadre, dans un contexte qui est extrêmement limité. Et si ça va être trop chaud, on peut tout détruire ce qu'on a fait. Et si c'est trop froid et très dilué, on peut perdre tout l'avantage. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Et on est aussi limité par la connaissance de la nature et la quantité de ces sources hydrothermales sur la Terre primitive. La troisième piste, c'est la piste extraterrestre, pas dans le sens la vie vient de l'espace, mais des comètes, des impacts de météorites provenant d'astéroïdes peuvent apporter des molécules. Et alors là, moi, comme je travaille là-dessus, peut-être que je vais avoir un biais que j'assume, hein, mais je vais tendance à privilégier ça, pas parce que j'aime pas les autres, mais au moins on a quelque chose de concret. C'est-à-dire que les météorites qui nous tombent maintenant, sur Terre et qu'on peut analyser. Les comètes qu'on va explorer avec Rosetta, avec d'autres missions spatiales, j'espère dans le futur, elles ont la même composition que celles qui tombaient sur la Terre avant l'apparition de la vie. Donc là, on a quelque chose de vraiment concret. Et comme disent certains de mes collègues, l'expression en anglais c'est « Too many cooks can't spoil the prebiotic soup ». Trop de cuisiniers ne peuvent pas gâcher la soupe prébiotique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche de savoir si c'est l'atmosphère, les sources hydrothermales, les météorites et les comètes. Les enjeux actuels de la chimie des origines de la vie, c'est oui d'accord, on a toutes ces molécules, qu'est-ce qui se passe après ? Et là, la Terre est primordiale. C'est-à-dire que ces réactions, elles ont eu lieu sur notre planète. Et connaître notre planète, qu'est-ce qui a fait que notre planète a permis cette chimie ? J'aime bien cet aspect de mise en musique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez des violons, des tambours, des trompettes et un chef d'orchestre séparé que vous allez faire une symphonie. Il faut, alors la partition, c'est la chimie et la physique qui l'écrit, mais c'est aussi le contexte géologique. Et il faut mettre ça en musique. Et les enjeux de la recherche actuelle, à mon avis, ils sont là, pour en tout cas décrypter l'apparition de la vie sur Terre. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années, 3 milliards et quelques, je crois, pour Mars.
3 milliards ou quelque chose comme ça, bon, on me corrigera, mais les conditions étaient identiques, ou en tout cas assez proches de ce qu'elles étaient sur la Terre au moment où la vie apparaissait. Donc, d'où le regain d'intérêt de l'exploration martienne, en disant, bon, bah, s'il n'y a pas de vie sur Mars aujourd'hui, peut-être qu'on trouvera des traces d'une vie ou d'une chimie prébiotique, ou en tout cas quelque chose qui nous laisserait penser que, puisqu'il y avait de l'eau, puisqu'il y avait une atmosphère, puisqu'il y avait une protection, que... il n'y a pas de tectonique des plaques, mais en tout cas, elle était vivante. Alors peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est vivante? Mars, alors, il faut faire attention au terme. Alors la planète... La planète était active, si je puis dire, mais elle aurait pu permettre qu'une chimie qui est identique à celle qui a vu naître la vie sur Terre puisse s'y développer à ce moment-là et se soit arrêtée. Alors Mars, effectivement, c'est la cible qui semble la plus évidente pour rechercher, parce que comme vous l'avez dit, à un moment donné, on a maintenant la certitude qu'il y a eu de l'eau liquide. Alors pas parce qu'il y a de l'eau liquide actuellement, c'est plus possible en surface, mais on voit des roches en surface de Mars qui ne peuvent se former qu'en présence de liquide. C'est plus possible maintenant parce que Mars est plus petite, a perdu son atmosphère et à partir d'une certaine pression, on ne peut plus avoir d'eau liquide en surface. Donc, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Et si effectivement c'est simple, si il suffit d'avoir de l'eau liquide, de la matière organique, alors peu importe la composition de l'atmosphère, peu importe qu'il y ait des sources hydrothermales ou pas, probablement, il y a des apports de matière organique qui ont été apportés par des météorites et des comètes sur Mars. Il y a eu de la matière organique. S'il suffit de l'eau liquide, de la matière organique, de l'énergie, rayonnement ultraviolet, alors oui, très probablement la vie est apparue sur Mars. Par contre, si, comme vous l'avez dit, sur la Terre, il y a une tectonique des plaques. Si c'est quelque chose qui est important, cette espèce de brassage, alors sur des très longues durées de la surface, ces process à très long terme qui vont venir renouveler la surface, la chimie qui peut avoir lieu au niveau des failles tectoniques, la transformation du carbone qui va être remobilisée sous forme de petites molécules beaucoup plus réactives, ça c'est probablement pas produit sur Mars. Et c'est un objet justement qui est passionnant parce qu'il y a des similarités, mais il y a des différences. Donc si les similarités sont suffisantes, alors oui, la vie a pu apparaître sur Mars. Et même en étant le plus optimiste, alors ce que je ne suis pas, mais on peut pas exclure que si la vie est apparue sur Mars, quand on constate sur Terre, c'est pour ça que l'exobiologie, le retour à la Terre, à notre vie terrestre est essentiel. Quand on voit la capacité qu'a le vivant sur Terre de s'adapter en fait à j'allais dire tout et n'importe quoi, une fois que c'est apparu, ça ne veut pas dire que ça peut apparaître n'importe où. Mais une fois que c'est parti, sur la Terre, maintenant, il y a quelques années, on se dit « Ah, c'est extraordinaire, il y a de la vie à telle température, c'est super chaud, mais il y a quand même de la vie. Ah, c'est extraordinaire, c'est super acide, il y a de la vie. » Maintenant, pour publier dans un grand journal qui publie les résultats les plus significatifs, c'est pas dire on a trouvé de la vie dans un endroit atypique, c'est de dire dans cet endroit-là, il n'y a pas de vie. On en est là maintenant sur Terre. C'est de trouver des endroits sur Terre où il n'y a pas de vie. Donc si la vie est apparue sur Mars, on ne peut pas exclure que, pourquoi pas, ou sous des glaciers, des calottes, ou au fond, en profondeur, là où on ne peut pas aller, là où on ne peut pas chercher pour l'instant, il puisse y encore avoir des niches de vie. Mais vous pensez qu'on le saura bientôt, ça? C'est-à-dire, les expériences qu'on lui... Je sais bien, vous n'êtes pas devin, comme je disais, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais les expériences en cours pourraient, même si elles ne vont pas au fond des calottes glaciaires, nous donner des informations sur le sujet. On pourrait en apprendre plus. Je pense qu'en ramenant sur Terre des échantillons bien choisis, on pourra avoir des informations sur une vie passée. En creusant
c'est ExoMars, malheureusement, qui a été reporté à... Creuse à 2 mètres. Alors, on creuse à 2 mètres, mais comme justement... Alors, on disait tout à l'heure, ouais, c'est dommage, Mars, il n'y a pas de tectonique. Mais l'avantage, c'est comme il n'y a pas de tectonique, on conserve. Oui, c'est la différence de la Terre. Alors, la surface de Mars est très oxydée. Comme l'atmosphère a été perdue, il n'y a plus de champ magnétique. C'est bombardé de rayonnements très nocifs alors pour la vie et même pour la matière organique. Mais en creusant à 2 mètres, on a quand même un bon espoir de récolter quand même quelque chose qui aura été préservé. Alors, pas de la vie, je pense, mais au moins des traces de chimie qui pourrait être une signature d'une vie passée. Et après, effectivement, mais ça c'est du beaucoup plus long terme, en creusant plus profond, en creusant dans les calottes, je dirais pourquoi pas. Scientifiquement, je ne peux pas dire c'est pas possible, mais j'ai quand même tendance à me dire que ça serait... j'ai tendance à me dire que soit c'est tout ou rien, soit il y a de la vie partout. Elle ne se cache pas, la vie ne se cache pas. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des environnements dans le sous-sol martien, isolés les uns des autres, qui aient pu maintenir de la vie sur 3 milliards d'années. J'aimerais me tromper. Mais par contre, s'il y a de la vie, je pense qu'à un moment, elle va s'adapter et elle va coloniser la planète. Aujourd'hui, Hervé Cotin, à quand remontent les premières traces de vie sur Terre dont on soit, entre guillemets, sûr, ou en tout cas le plus sûr possible? Alors c'est ça qui est... moi je ne travaille pas dessus, mais j'adore ce domaine parce que on voit vraiment la construction du savoir pas au jour le jour, mais quasiment mois après mois. À l'heure actuelle, on est... Si j'interroge mes collègues qui travaillent là-dessus et je leur dis, écoute, man, on est sûr, de quoi, pas toi, mais quel est le consensus? Tout le monde va me dire à peu près 3,5 milliards d'années. On est sûr que sur Terre, il y avait de la vie à 3,5 milliards d'années. Mais ça ne veut pas dire que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Parce que avant, il y a des traces qui sont plus controversées. Et rien que ça nous apprend beaucoup sur la recherche de la vie ailleurs. C'est-à-dire qu'en se disant, rien que sur Terre, où on sait que ça a marché, on sait qu'il y a de la vie, quand on voit les spécialistes du domaine qui s'empaillent sur tu as ton caillou là qui a 3,8, tu vois une boule, ou tu vois un déséquilibre isotopique, tu vois de la matière organique, et ils sont en train de se chamailler sur c'est biologique, c'est pas biologique, c'est de la contamination, c'est pas de la contamination, cette forme c'est une précipitation géochimique dans telle ou telle condition de source hydrothermale, ou c'est un fossile de bactéries. Je me dis que quand on va ramener des échantillons martiens et qu'on va avoir un truc de bizarre, ça va être passionnant parce qu'on va à nouveau on va s'empailler. Et justement, on apprend tout ce qu'on apprend sur Terre actuellement de quels sont les critères qui permettent de dire oui, c'est de la vie ou c'est pas de la vie. On va devoir les réappliquer à la recherche de la vie martienne. Ça n'a pas de sens de se dire on oublie la Terre, on va chercher de la vie sur Mars, en étant déconnecté de nos recherches de traces de vie sur Terre. Alors, en 1995, 2 astronomes qui utilisaient un télescope à l'Observatoire de Haute-Provence découvrent la première planète tournant autour d'une autre étoile, donc Michel Mayor et Didier Queloz. Depuis, on a plus de 5000 exoplanètes observées, découvertes, enfin en tout cas déduites. En gros, on peut dire qu'autour de chaque étoile tourne une ou plusieurs planètes, voire des systèmes. Donc ça veut dire qu'il y en a des milliards dans la seule Voie lactée, donc pas très loin, évidemment. Donc là, en ce moment même, de grands télescopes spatiaux comme le JWST observent le passage peut-être de planètes devant leur étoile pour essayer d'attraper des informations dans leur atmosphère. Quand elles ont des atmosphères, on sait qu'il y a des planètes terrestres avec des atmosphères, donc des telluriques. Donc là c'est vraiment la révolution, le grand bouleversement, avec
la question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera capable, dans les années qui viennent, de lire les informations dans les atmosphères des exoplanètes et de dire qu'on y décèle une trace d'activité biologique. Alors, la vie, quelle signature? Alors c'est vrai, on a un horizon fabuleux qui s'ouvre à nous avec ces exoplanètes. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, alors un peu avant 95, j'avais eu un cours et puis un prof me disait on n'est pas du tout sûr qu'il y ait des planètes autour d'autres étoiles. Hein. Donc là maintenant, c'est bon. Et on sait que finalement, les planètes, si je suis rigoureux, les exoplanètes, les exoplanètes sont des objets assez banaux. Alors des configurations comme le système solaire, par contre, c'est moins banal, mais on est encore peut-être biaisé par le fait qu'on détecte plus facilement les grosses planètes près de leurs étoiles et moins facilement les petites planètes comme la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Mais oui, on est sûr et certain maintenant qu'il y a des planètes de type tellurique, même dans ce qu'on appelle la zone habitable, de son étoile, et donc forcément il y a des planètes, alors c'est pas nécessairement, il y a des planètes avec de l'eau liquide à la surface, parce que comme la Terre s'est formée, et là à nouveau, alors hop, on parle des exoplanètes, mais on revient chez nous, la Terre s'est formée dans le système solaire, dans une région près de l'étoile, près du Soleil, qui est sèche, ce qui fait chaud. Donc la Terre se forme relativement sèche. Et c'est après plutôt des apports d'objets qui sont formés plus loin, qui sont dans des régions plus froides, qui peuvent apporter de l'eau. Et donc quelques impacts en plus ou quelques impacts en moins, ça peut changer complètement la donne. Une terre très sèche ou une terre... Alors est-ce que ça peut être trop humide? Ça je ne sais pas, mais une planète qui est complètement recouverte d'océan, c'est pas forcément, ce ne sera pas la même chimie. Tout à l'heure, je parlais des acides aminés qu'il faut associer pour faire des protéines. Si vous faites ça dans l'eau liquide, c'est très difficile. Faire ce qu'on appelle des liaisons peptidiques dans l'eau liquide, en fait, c'est une réaction qui forme de l'eau. Et si vous vous rappelez de vos souvenirs, la loi Le Chatelier, comment se déplacent les équilibres chimiques, faire une réaction qui forme de l'eau dans de l'eau, ben non, ça ne marche pas. Donc l'eau liquide, ça peut être, j'aime bien dire, c'est la meilleure et la pire des choses pour la vie. On l'appelle la marieuse parfois parce que c'est une marieuse moléculaire. C'est une marieuse moléculaire. Mais il faut des réactions qui se fassent au moins sur des surfaces minérales ou sur des plages ou dans des mares qui s'évaporent. Enfin, Mais ça a pu arriver. Mais ça a pu arriver. Ça a pu arriver. Et alors, si la vie apparaît, toujours en regardant notre nombril, la Terre. Sur la Terre, il y a des plantes. Les plantes font de la photosynthèse. La photosynthèse fait du dioxygène. Nous, on en a besoin. En fait, nous, on fonctionne avec la photosynthèse, mais qui est en fait le déchet du fonctionnement des plantes. Oui, sur la Terre, pendant 3 milliards d'années, c'était des algues bleues. Il y avait des cyanobactéries, des bactéries. Ce que vous appelez des plantes. Alors, je vais dire des algues vertes, des cyanobactéries, oui, qui sont des organismes photosynthétiques qui vont complètement transformer notre planète. Et ça, c'est la vie. Alors, pour une planète comme la Terre, 20% de dioxygène, on ne peut pas l'expliquer autrement que par la présence de vie. Donc, si on voit ça avec un télescope, si on voit qu'il y a cette composition dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça veut dire bingo, il y a de la vie. Alors, si on se contente d'un raisonnement limité, oui. Parce que vous avez des gens qui font de la modélisation de la chimie des atmosphères, qui vont vous montrer que dans certaines conditions, alors un exemple très banal, mais une planète justement très riche en eau et plutôt chaude, qui va avoir beaucoup de vapeur d'eau dans son atmosphère, et bien, le rayonnement de son étoile va photolyser, va détruire la molécule d'eau, et la photolyse de l'eau va former du dioxygène. Donc c'est naturel là pour le compte. Et ça peut être complètement naturel. Et donc on ne peut pas dire on voit 20% de dioxygène, c'est forcément de la vie. L'une des grandes surprises de la mission Rosetta, c'était de trouver, et on n'a toujours pas bien compris pourquoi, 10-15% de dioxygène
dans les volatiles libérés par la comète Churyumov-Gerasimenko. Moi, voilà, vous me dites, vous prenez une planète, vous mettez plein de comètes comme Tchouri, il n'y a pas de vie sur Churyumov, hein. Je vous fais une atmosphère qui est riche en oxygène. Donc, il faut se méfier. Il faut se méfier des évidences, parce que je trouve la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de crier trop vite victoire, et ça sera notre boulot. Alors, moi, je ne travaille pas sur les exoplanètes, mais les collègues qui travaillent sur les exoplanètes et qui font de la modélisation de la chimie des atmosphères, ça sera leur boulot de dire, attention, là, regardez le type d'étoile, regardez tel type de scénario, moi, je vous fais les 20% de dioxygène sans vie. Alors, qu'est-ce qu'on va croire ? On va espérer. Alors après, il y a des combinaisons, c'est-à-dire... Oui, parce que si en plus il y a du méthane qui signe plutôt une respiration végétale, est-ce qu'il y a un certain nombre de composés où vous regardez, vous dites là, il y a tous les éléments, tous les ingrédients qui font que clairement, il se passe une activité biologique? Pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Pour l'instant, vous allez avoir des auteurs qui vont dire ça plus ça, c'est de la vie, et d'autres auteurs qui vont dire non. Et je suis de toute façon persuadé qu'on va avoir des trucs auxquels on ne s'attend pas. De toute façon, on se prépare, on discute, et on va avoir des trucs bizarres. Et ce que j'espère, c'est que dès qu'on va avoir un truc bizarre, on ne va pas dire ah ben c'est bizarre, donc c'est de la vie. Parce que c'est facile. C'est ce qui s'est passé pour Vénus il y a quelques temps. On a détecté de la phosphine. Finalement, on n'est même plus sûr que cette détection soit valide. Et comme c'était bizarre, on a annoncé, et il y a eu beaucoup de bruit médiatique autour du fait que, comme c'est bizarre, ça pourrait être de la vie, donc pourquoi pas de la vie. On ne va pas faire de langue de bois. On sait très bien que la première équipe qui va détecter quelque chose de bizarre ou d'anormal dans une atmosphère va publier. Il faut qu'elle publie. Elle publie. Bon, c'est obligé. Il faut publier. C'est obligé. Simplement, elle va vouloir faire connaître sa publication. Là, vous avez des services de communication de la NASA, de grands organismes de recherche qu'on connaît tous, qui vont essayer de valoriser la publication pour lui donner quelque chose qui soit un peu plus compréhensible pour les médias. Les médias eux-mêmes vont s'en emparer, vont le traduire pour le public dont ils penseront qu'il faut aussi vendre l'information. Et là, on risque de se retrouver avec de la vie détectée sur la planète machin, point d'interrogation, ou simplement de la vie détectée sur la planète truc. Tant qu'il reste un point d'interrogation, ça va ? Je dirais pourquoi pas, mais si effectivement le public savait, et je ne parle pas seulement en exobio, que justement la science progresse. Comment est-ce que la science se construit ? Par des hypothèses, par des enquêtes en fait. Je pense que tout le monde accepterait d'avoir ce recul et de prendre son mal en patience. Et on ne peut pas me dire, oui, mais on va en parler seulement quand on est sûr. Regardez le nombre de stress en politique, voilà, quelqu'un disparaît, il y a un meurtre, on va nous tenir en haleine pendant des années en disant on ne sait pas, on n'est pas sûr, on progresse. Pourquoi en science ? Ce serait le seul domaine où il faudrait avoir des certitudes, alors que partout ailleurs, l'actualité est tout à fait capable de traduire cette incertitude et ce cheminement. Mais vous vous souvenez bien du président Clinton arrivant un 4 juillet, je m'en souviens toujours, un 4 juillet parce que c'est la fête nationale américaine, avec une météorite martienne, ALH, je ne sais plus combien. 84001. Voilà, on a tous retenu, en disant, voilà, les scientifiques ont maintenant la preuve qu'il y a eu de la vie sur Mars, parce qu'on a découvert à l'intérieur les éléments de preuve. Donc on voit bien que ça échappe au cadre scientifique lui-même, c'est-à-dire que la vie par essence et sa recherche et sa découverte potentielle est devenue un objet politique, social, et que les scientifiques ne sont pas les seuls, si je puis dire, à la manœuvre dans cette affaire-là. Ah mais c'est très bien, enfin moi je trouve ça superbe que
un objet d'étude aussi passionnant, enfin que je trouve passionnant et extraordinaire, rencontre un intérêt dans le grand public. Mais Clinton, il n'a pas dit ça. Moi, en plus, j'ai cherché, j'ai du mal, mais j'ai retrouvé la transcription et j'ai même fini par retrouver la vidéo. Et en fait, il est très prudent. En général, les communiqués de presse de la NASA ou les trucs qui sont rédigés, Clinton il dit cette découverte si elle est confirmée. Et quand on lit les communiqués de presse en général de la NASA ou des grandes agences, en général, il n'y a rien à dire. Il y a toujours les conditionnels là où il faut, il y a toujours les peut-être, il y a toujours ce qu'il faut pour dire non, on n'a pas dit que c'était sûr. Mais c'est ciselé sur la crête. Et après, donc moi je vais dire qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais aller regarder le papier. Je vais lire l'article et je vais dire bon d'accord, vu le bruit de fond, mais ça c'est parce que c'est mon boulot et je sais bien que tout le monde ne peut pas faire ça. Et après, il y a une vraie question autour de la médiation. Et je pense qu'on pourrait avoir la même prudence en science qu'on a... quand il y a quelqu'un qui dit machin là, il est présumé coupable et tout, et tout le monde fait attention. Mais, pourquoi pas en science? Mais je vous ai vu sortir de vos gonds. Alors je dis vous, c'est-à-dire la société Société française d'exobiologie. Société française d'exobiologie. Lorsque un de vos pères, l'américain Avi Loeb, qui a dirigé le laboratoire d'astrophysique d'Harvard, publie un livre en expliquant que Oumuamua, qui est un objet qui est arrivé clairement d'un autre système, ou en tout cas d'ailleurs du système solaire, frôle la Terre, et qu'il dit c'est clairement et vraisemblablement une voile solaire mais fabriquée par des extraterrestres. J'en suis convaincu, personne ne veut m'écouter, de toute façon si j'en parle je suis vraiment grillé. Il récidive encore récemment en expliquant qu'une météorite est tombée dans l'océan, et cette météorite, clairement, elle n'est pas normale du tout, elle vient sans doute d'un autre système, voire d'une autre technologie extraterrestre, et prend le public, je dirais, comme témoin en disant, voilà, je suis obligé de le dire parce que, et de proposer une recherche publique parce que dans les laboratoires, ce sujet-là n'est pas accepté, n'est pas acceptable, et on ne reconnaît pas les Galilées aussi facilement qu'on peut le penser. Alors, Avi Loeb, sur cette histoire de voile solaire, il a publié dans un journal scientifique. Donc ça a passé, une revue par des pairs, c'était pas en plus, je ne me rappelle plus le journal, mais j'avais regardé, c'était pas un journal de fond... c'est un journal plutôt crédible. Et oui, la méthode scientifique, on a le droit, et Avi Loeb a le droit de dire telle propriété, je l'explique par une voile solaire. Pas de souci, et il l'a fait. Et personne ne l'a empêché. Après, il a publié un livre, effectivement, où il a essayé de prendre un rôle de victime, en disant que les scientifiques ont l'esprit étroit. Alors en plus... vous l'avez dit au début, peut-être qu'il y a 20-30 ans, ça ne se disait pas trop qu'on cherchait des extraterrestres. Maintenant, c'est peut-être l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on va un peu ripolliner n'importe quel type de recherche pour dire oui, ça peut avoir un intérêt pour comprendre, pour rechercher de la vie extraterrestre, pour justement attirer l'attention et attirer des financements. Donc c'est pas vrai, et ma génération en plus on a été biberonné à la science-fiction et la science-fiction reste en plus un vecteur, un vecteur de rêve, un vecteur de passion, un vecteur de motivation pour beaucoup de jeunes qui vont ensuite se dire c'est super, je vais pouvoir, mais cette fois-ci alors là, on fait plus la fiction, on fait la science, on obéit à des règles. Et ces règles, c'est pas d'avoir l'esprit borné, c'est de se dire, on a le droit de dire c'est peut-être une voile solaire, de déposer ses arguments, mais par contre, on a le droit d'écrire un livre, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant dans la publication de ce livre, c'est en tout cas en France, c'est pas l'éditeur n'a pas cherché à avoir des interviews dans des journaux scientifiques, ou en tout cas ils les ont pas eu. Ils ont porté ce livre via un journal culturel, Télérama. C'est pas une critique, c'est
très bon journal, mais les journalistes culture de Télérama ont pas le recul pour mener une interview scientifique. Et là, effectivement, il suffit de dire, regardez, j'étais directeur du laboratoire d'Harvard. Argument d'autorité. Un argument d'autorité qui, je pense, fait du tort, je pense, à la méthode scientifique, parce qu'il se pose en victime. Et il y en a eu d'autres récemment sur des... pour les extraterrestres, on peut se dire c'est pas grave. Mais voilà, pour des questions de santé, il y a ce même type de posture qui là fait beaucoup plus de dégâts. Mais c'est... Voilà, faut... Vous vous attendez dans les années qui viennent à voir un grand nombre d'annonces et d'être toujours dans la posture de celui qui va gâcher un peu l'annonce en disant attention, c'est pas sûr. Enfin, est-ce que vous vous organisez pour prévoir cela? Vous le sentez arriver? Je pense que, alors j'espère que je ne serai pas le seul, puis j'espère qu'un jour, j'aimerais bien un jour avoir quelque chose où effectivement tout le monde se dit là, il n'y a pas... C'est bon, mais je pense que ça viendra par petites touches. À mon avis, tel que j'envisage, et peut-être que sans doute je me trompe, mais ça ne va pas se faire d'un coup. Je pense qu'effectivement avoir une chance d'avoir quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines d'exoplanètes, pour lesquels on aura des compositions. Et on les aura un peu comme ça s'est fait pour les étoiles. C'est-à-dire les étoiles, on a de la chance, on en voit plein de différentes natures à différents stades d'évolution. Et derrière, il se trouve que la physique n'est pas super compliquée, on a compris l'histoire des étoiles. Et peut-être que l'histoire de la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs, et va se construire par petites touches, c'est-à-dire qu'on va voir des exoplanètes telluriques jeunes, des exoplanètes telluriques vieilles, des exoplanètes telluriques avec tel type de composition, tel autre type de composition. Et quand on aura des dizaines et des centaines, on va construire une histoire. Et on construira des histoires qui se diront, bon voilà, rien de spécial. Et puis pour certaines, on va se dire, ah là c'est bizarre. Et puis peut-être qu'on va se dire, pour être sûr, ça serait bien de savoir s'il y a telle molécule, parce que telle molécule, on ne peut pas l'expliquer par notre modèle complètement abiotique. Et là, peut-être qu'on va se dire, il faut construire un nouveau télescope. Il faudra attendre 5 ans. Ouais, ça sera un processus. Ça sera, je pense, un processus. Comme la vie. Oui, et il faudra être patient. Il faudra être patient. Et c'est vrai que si on crie au loup, c'est un peu comme il y a quelques années, c'était, je me rappelle, Pioneer ou Voyager est sorti du système solaire. Et puis 2 ans après, elle est sortie du système solaire. Et puis encore, ou l'histoire de la détection de la vie sur Mars. On a de l'eau sur Mars. On a détecté de l'eau sur Mars, ça fait les grands titres. Oui, c'est de la glace. On a détecté de l'eau sur Mars. Oui, c'est de la vapeur. On a détecté de l'eau sur Mars. Et à force, même voilà, tout le monde se dit, on ne fait plus un sujet parce qu'on détecte de l'eau sur Mars. Il y en a partout. Résultat, vous avez la moitié de vos étudiants qui cliquent. Mais oui, mais ça, monsieur. Comme il y a de l'eau. Ça, c'est déjà trouvé. Donc il faut. Je pense que la communauté est prudente, mais on est sur une ligne d'équilibre entre, pour obtenir des financements, pour continuer à travailler sur un sujet, où il faut être, faut être prudent et il faut que les gens comprennent que c'est pas noir ou blanc. Alors je voudrais en forme de conclusion, revenir sur la Terre, parce que vous nous avez bien expliqué que c'est quand même une situation tout à fait idéale et originale pour la vie. C'est-à-dire qu'elle a trouvé très vite ses marques, elle a explosé dans des formes absolument extraordinaires. On continue à la découvrir aujourd'hui. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et c'est toujours la même en fait. C'est-à-dire qu'on c'est toujours la même souche de base qui s'est adaptée pour faire les crevettes, nous et les extrémophiles qui vivent à plus de 100 degrés. Oui. Et Bruno Latour, dans, je crois, Atterrir, c'est un de ses derniers livres, racontait, disait, nous n'habitons plus la même Terre, puisqu'on ne peut plus la voir de la même façon avec ces observations, ces découvertes, ce qui nous oblige à décrire non pas où l'on vit, mais ce dont on vit. Est-ce que aujourd'hui les gens qui s'intéressent à l'exobiologie, donc qui regardent avec beaucoup plus d'attention la vie sur Terre, ses processus, ses transformations, ses origines, etc., eux aussi ont une vision de la Terre qui s'est modifiée au fur et à mesure de ces recherches?
Je pense, alors, après c'est long, je pense. Moi, j'ai changé au cours de depuis que je travaille et que je réfléchis là-dessus, j'ai beaucoup évolué. Mais oui, on se rend compte que la Terre est singulière et que la vie, elle est intimement liée au chaudron dans lequel elle a été façonnée. Et avec cette rétroaction extraordinaire qui est que maintenant la vie aussi modifie la Terre, modifie la composition de l'atmosphère. Et nous, alors en plus, peut-être de manière un petit peu trop extrême, mais c'est vrai que quand on réfléchit à l'exobiologie, on va parler d'habitabilité. Et la notion d'habitabilité, elle est au cœur des réflexions actuelles avec le dérèglement climatique. Il y a quelque temps, justement, à la Société française d'exobiologie, on avait organisé une journée où on se disait, voilà, vu l'urgence du changement climatique, est-ce qu'on peut encore faire de l'exobiologie dans le sens, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler à sauver notre planète, enfin sauver l'humain sur notre planète, parce que notre planète, elle nous survivra, et est-ce que nous, chercheurs, on peut encore perdre notre temps à chercher des extraterrestres. Mais au final, oui, on parle de vie, on parle d'habitabilité, on parle de Mars qui a été transformée alors qu'elle était habitable. Pourquoi ? Vénus, qui a peut-être été habitable, qui a été transformée, alors pas par des Vénusiens qui ont trop brûlé de pétrole, mais qui a évolué. Donc on est... ce questionnement autour de, oui, qu'est-ce que la vie ? Est-ce qu'elle est banale ou pas? Et même si effectivement au final elle est extrêmement rare, elle nous donne presque une responsabilité, pas à se dire on va coloniser toutes les planètes, enfin bon c'est peut-être parce que la vie est unique, c'est peut-être pour d'autres générations, mais par le fait justement que c'est rare, que c'est un produit d'une combinatoire exceptionnelle. Et que même s'il y a un type de combinatoire exceptionnel qui se déroule dans un autre environnement, c'est vrai, il y a des milliards d'exoplanètes, mais est-ce qu'on va retrouver le même mélange, les mêmes instruments et la même symphonie? Voilà, c'est une question qu'il faut poser. On se dit toujours que s'il y a un gagnant au loto, c'est qu'il y a bien un loto quelque part, et donc il y a d'autres gagnants potentiels. Est-ce que vous partagez la maxime de Carl Sagan qui disait des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires? Oui, vraiment. Et là, je suis d'accord que c'est pas parce qu'il y a un truc, voilà, je répète, c'est pas parce que c'est bizarre et que ça serait sympa et cool de dire que c'est parce qu'il y a de la vie qu'il faut s'autoriser à dire qu'on a trouvé de la vie. Et c'est clair qu'il faudra probablement pas une seule observation, mais un faisceau d'observations, à moins que bien sûr on ait une soucoupe volante qui se pose devant la Maison Blanche ou pourquoi pas dans le jardin de l'Élysée, si on veut que ce soit en France. Mais c'est une perspective fascinante parce que maintenant la science s'en est vraiment emparée, c'est reconnu comme une vraie question scientifique, et si on ne veut pas à terme passer pour des rigolos, il faut qu'on garde cette maîtrise de la méthode scientifique et qu'on essaye autant de faire se peut, garder la maîtrise de la communication autour de ce domaine qui est vraiment passionnant. Merci Hervé pour votre clarté et votre franchise. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.